Bonjour, ce webinaire vise à présenter des solutions grises pour l'adaptation au changement climatique. Concrètement, l'attention se portera d'un point de vue spatial sur les contextes urbains qui, comme l'affirme l'Agence européenne pour l'environnement, sont les plus à risque parce qu'ils sont soumis à une augmentation constante de la population résidente et donc aussi des actifs économiques tels que les activités et services de production. Ces territoires sont cependant soumis à une série de risques d'origine météorologique pour lesquels les preuves scientifiques actuelles montrent un durcissement dû au changement climatique en cours qui affecte principalement le régime des précipitations et des températures. Et pour ces risques, on est en train de mettre en œuvre une stratégie d'adaptation tant au niveau européen que national, qui peut d'une part améliorer la résistance des personnes et des biens en danger et d'autre part atténuer l'intensité et donc le danger des causes du risque, comme par exemple la maîtrise des inondations, l'intensité et donc le danger. Dans ce webinaire, l'attention se portera parmi les risques possibles sur celui lié à la présence de phénomènes d'inondation, donnant cependant matière à réflexion quant à l'adaptation aux phénomènes liés à l'augmentation des températures. La définition d'inondation est donnée par la directive Inondation 60-2007 comme un événement au cours duquel des zones normalement sèches et employées pour tout type d'utilisation sont inondées par l'eau. Pour contrer ce type de phénomène, les règles, règlements et directives en vigueur nous fournissent trois macro-catégories d'instruments, à savoir les solutions douces, les solutions grises et les solutions vertes. En ce qui concerne les solutions douces, il s'agit de mesures liées à la mise en œuvre des politiques par le biais d'outils de planification, de réglementation et de régulation. Les solutions grises et vertes, en revanche, consistent en des interventions structurelles grâce auxquelles il est possible d'agir sur la formation et la gestion des débits sortants. En d'autres termes, il s'agit de solutions techniquement appelées ouvrages de drainage. L'utilisation des ouvrages de drainage en milieu urbain suit des approches et des méthodologies qui ont évolué au fil du temps. L'approche traditionnelle visait essentiellement à assurer les fonctions minimales, c'est-à-dire l'évacuation des eaux de pluie des zones habitées pour éviter qu'elles ne créent des inconvénients ou des perturbations par le biais des travaux de base qui constituent généralement le réseau d'égouts, comme les caniveaux, les égouts, les canalisations et les drains. Ces travaux étaient et sont toujours prévus en admettant la crise du système avec une fréquence assez élevée, c'est-à-dire des délais de retour ne dépassant jamais 10 ans. Une approche plus moderne, mais plus conservatrice quand même, admet que la fréquence de conception typique des événements critiques est incompatible avec la qualité de vie d'une communauté et complète les travaux classiques par des interventions supplémentaires visant le stockage temporaire des volumes d'inondation comme les réservoirs de laminage et de première pluie. Ces outils permettent une gestion centralisée, c'est-à-dire une gestion ponctuelle des inondations
et nécessite donc de grands espaces qui souvent ne sont pas disponibles dans les zones résidentielles. Cette approche est cependant celle qui a servi à concevoir la plupart des réseaux de drainage urbain en Italie et en Europe. La stratégie européenne d'adaptation au changement climatique a mis en évidence la nécessité de réinterpréter les systèmes de drainage à la lumière d'une approche plus durable qui permet une gestion généralisée des crues et surtout qui non seulement a pour fonction le stockage temporaire des volumes inondés, mais qui peut également intervenir sur la formation même des crues, influençant les autres composantes de l'équilibre hydrologique et notamment les infiltrations et l'évapotranspiration. À cette fin, il est apparu clairement que les solutions grises classiques doivent s'accompagner de solutions qui utilisent le capital naturel, car elles seules peuvent agir simultanément sur toutes ces composantes. Cela ne signifie pas que les solutions grises ne doivent plus être envisagées, à condition que leur efficacité par rapport aux problèmes à résoudre soit prouvée. D'un point de vue multifonctionnel, alors que les solutions vertes, nous parlons de services écosystémiques comme de services supplémentaires que ces solutions peuvent fournir en plus du simple contrôle des crues. Les solutions grises pour le drainage sont moins polyvalentes, mais peuvent néanmoins être utiles par rapport à d'autres secteurs, tels que l'épuration des eaux de pluie, généralement chargées en polluants à la suite du ruissellement des surfaces urbaines, ou l'adaptation au phénomène des vagues de chaleur. En ce qui concerne la fonction principale, à savoir la lutte contre les inondations, le choix et la mise en œuvre des solutions spécifiques dépendent des caractéristiques du phénomène à contrer qui, dans le cas des inondations urbaines, peuvent être divisées en 3 niveaux différents qui, dans cette diapositive, sont définis d'une façon peu appropriée mais efficace: inondation fluviale, inondation d'égouts, inondation de surface. Les inondations fluviales sont liées à l'inondation des cours d'eau qui peuvent être présents dans une ville et, par conséquent, ce sont des dangers qui insistent sur les zones situées immédiatement derrière le cours d'eau. Il est à noter que ces inondations sont dues à des événements météorologiques qui ont affecté l'ensemble du bassin en amont et pas nécessairement le centre-ville concerné. Les inondations sont liées à l'obtention de conditions de remplissage maximales et à la pressurisation du réseau d'assainissement qui en résulte, ce qui peut entraîner l'évacuation de l'eau initialement transportée par le réseau d'assainissement à partir des couvercles de regard et l'inondation de la chaussée. Ces phénomènes affectent donc les zones en correspondance avec les canalisations d'égouts. L'inondation, en revanche, est un phénomène très répandu en raison de l'impossibilité d'évacuation des eaux pluviales par le réseau de drainage ou d'un problème lié à la morphologie du territoire, c'est-à-dire les pentes, ou à l'insuffisance du réseau de drainage et à son mauvais entretien qui rend impossible l'accès des eaux de pluie aux collecteurs en raison des digues scellées. Selon le type de phénomène à atténuer, il existe un certain nombre d'approches et de méthodologies
pour la conception et la mise en œuvre de solutions grises. En ce qui concerne les inondations de cours d'eau et d'égouts, bien qu'elles se produisent dans deux systèmes physiques différents, les méthodologies sont les mêmes et se caractérisent toutes les deux par la présence de précipitations extrêmes d'une intensité et d'une fréquence bien définies, et par la transformation des apports en débit sortant par des modèles hydrologiques hydrauliques. En ce qui concerne les inondations, il n'existe pas de méthodologie consolidée, mais seulement des approches innovantes qui utilisent des modèles simplifiés, basés principalement sur une modélisation morphologique précise du contexte urbain. D'un point de vue conceptuel, quelle que soit la déclinaison du phénomène d'inondation, il est utile de comprendre quels sont les paramètres qui influencent le plus les débits sortants. Afin de comprendre sur quels aspects il peut être approuvé d'intervenir de manière technique pour en atténuer les effets. La formule rationnelle est l'outil conceptuel de base qui décrit le débit de crue comme le produit de trois facteurs, dont la surface du bassin peut être considérée comme constant, tandis que les deux autres, à savoir le coefficient d'apport représentatif du type de couverture de surface et l'intensité de la pluie, représentant l'événement météorique, peuvent varier. La pluie joue un rôle dans la formation des inondations, non seulement par sa valeur d'intensité, mais aussi par la durée et la forme du pluviogramme, qui décrit la variation de l'intensité de la pluie pendant l'événement. La couverture de surface joue peut-être un rôle encore plus important, car elle régule non seulement la capacité d'infiltration dans le sous-sol, mais aussi la rugosité et donc la vitesse à laquelle l'eau de pluie s'écoule de la surface. Le concept d'adaptation découle du constat que les conditions actuelles de formation des débits sortants suivent des tendances qui suggèrent en général une aggravation de la criticité des phénomènes d'inondation. Ceci est dû à la fois à un changement climatique observé dans certaines variables atmosphériques comme la pluie et la température, et à un changement hydrologique lié à l'urbanisation croissante des sols. En ce qui concerne le changement hydrologique, il convient de noter qu'il existe une tendance à la croissance de l'utilisation des sols à l'échelle mondiale, mais aussi à l'échelle nationale. Il faut également noter d'importantes variations dans les types de couverture de surface au cours des 50 dernières années, dues en grande partie à l'expansion des zones urbanisées. En Italie, au cours des 50 dernières années, la surface imperméabilisée a carrément plus que doublé, passant d'environ 7 000 à près de 20 000 km². L'urbanisation, associée à une régulation excessive des cours d'eau et à l'exploitation des ressources en eau, a des effets à long terme tels qu'une réduction de la capacité d'infiltration et de l'évapotranspiration, ce qui entraîne à son tour une augmentation générale du ruissellement en surface. L'évaluation de l'impact du changement climatique sur le régime des débits est peut-être encore plus complexe,
puisque le régime pluviométrique d'un site est fonction de caractéristiques détaillées telles que la morphologie, qui sont difficiles à saisir efficacement par la modélisation climatique, qui se fait à une échelle spatiale moins résolue. Pour évaluer concrètement l'effet du changement climatique sur le régime de débit, il est possible d'utiliser trois approches différentes en fonction du niveau de détail à obtenir. Les approches moins détaillées consistent à évaluer les anomalies attendues sur le régime des précipitations au moyen d'indicateurs appropriés et à utiliser ces anomalies comme approximation qualitative qui suggèrent une tendance possible du régime des débits sortants. À un niveau plus détaillé, des élaborations statistiques peuvent être effectuées sur les données climatiques pour obtenir de nouvelles lois sur les précipitations qui quantifient plus précisément l'effet du changement climatique sur le régime des précipitations extrêmes, qui est une fois de plus considéré comme un indicateur du régime des débits sortants. Au niveau le plus détaillé, l'anomalie due au changement climatique est calculée par référence aux variables directement représentatives du phénomène, par exemple les débits, à l'aide de modèles d'impact. Les modèles d'impact seront naturellement ceux caractéristiques de la déclinaison particulière du phénomène d'inondation, comme on l'a vu dans les diapositives précédentes. En résumé, dans un contexte d'adaptation, le changement climatique et le changement hydrologique déterminent un changement dans l'ampleur des débits sortants par rapport aux conditions actuelles, qui se traduit notamment par une augmentation des volumes et des pics d'inondation. En d'autres termes, d'un point de vue conceptuel, nous pouvons représenter l'état actuel sous la forme d'un hydrogramme de crue, qui est coloré en vert sur la figure, et l'hydrogramme de crue futur attendu en rouge. L'hydrogramme rouge présente une augmentation du débit de pointe et une augmentation de la surface sous la courbe. L'objectif d'une solution d'adaptation au risque d'inondation est de ramener l'état futur à l'état actuel, c'est-à-dire de faire en sorte que le futur hydrogramme coïncide à nouveau avec l'état actuel représentatif. En particulier, l'invariance hydraulique est définie comme l'approche qui identifie comme objectif de la solution d'adaptation celle d'assurer que le débit de pointe attendu coïncide avec le débit de pointe actuel. Tandis que l'invariance hydrologique est définie comme l'approche selon laquelle le but de la solution d'adaptation est d'assurer qu'en plus du débit de pointe, le volume, c'est-à-dire l'air sous-jacent à la courbe, est également conservé, bien que la forme de l'hydrogramme puisse être différente. Il est donc clair qu'une mesure d'adaptation au problème de drainage doit avoir la double fonction de laminage, c'est-à-dire d'abaissement des valeurs de débit pour un même volume de crue, et d'infiltration, c'est-à-dire une diminution du volume de crue. Alors que la fonction de laminage n'intervient que sur la gestion de l'inondation, la fonction d'infiltration agit directement sur le mécanisme de formation des écoulements, empêchant la transformation de la pluie en inondation.
Ces diapositives n'ont pas pour but de présenter une liste exhaustive de toutes les solutions d'adaptation grises possibles, mais il peut être utile de fournir quelques classifications basées sur différents paramètres. Du point de vue de l'emplacement, on distingue entre les interventions concentrées, où les inondations sont gérées à certains endroits près du réseau de drainage, et les interventions généralisées, dont la fonction s'exerce près des surfaces sur lesquelles la transformation des apports en débit sortant est générée. Il y a aussi les interventions hors ligne, où les inondations extrêmes sont détournées pour être gérées, et les interventions en ligne, affectées par les débits sortants, même par temps sec, ou quand même pour toute entité de l'événement météorique. Sur le plan fonctionnel, les solutions de drainage peuvent être distinguées en intervention dans les réservoirs et en intervention d'infiltration. L'objectif principal des interventions sur les réservoirs est de stocker et de retarder les débits sortants des crues, c'est-à-dire de stratifier les crues. Et pour cette raison, il s'agit d'ouvrages ponctuels, comme les réservoirs et les bassins, qui nécessitent un espace considérable. Les interventions d'infiltration, en revanche, telles qu'elles sont définies, ont pour but principal de favoriser la composante d'infiltration et de rendre moins lourde la transformation des précipitations en inondations. Dans ce cas, ces interventions sont réparties et leur extension varie en fonction des espaces disponibles. Les deux interventions peuvent aussi être combinées, par exemple dans le cas de structures de réservoirs, si les volumes sont accumulés en des temps plus ou moins rapides, on parle de rétention, alors que si les volumes sont accumulés pendant une longue période pour pouvoir ensuite les réutiliser, on parle de rétention. Dans ce cas, l'eau peut être utilisée à des fins récréatives pour être réutilisée à des fins autres que la consommation, ou bien être progressivement dispersée dans le sol. Dans ce cas, l'intervention a donc une composante importante d'infiltration. Dans les zones urbaines, les solutions grises les plus courantes sont les réservoirs de rétention en surface ou souterrains, les bassins de rétention et les chaussées drainantes. Les bassins de rétention sont des ouvrages traditionnels de surveillance des inondations, généralement dans le but supplémentaire de faciliter la sédimentation de matières solides transportées par l'eau. Les réservoirs sont conçus pour ne pas stagner par temps sec et sont donc compatibles avec les grands espaces urbains ouverts tels que les parkings ou les terrains de sport. Dans une perspective moderne de durabilité, les bassins de rétention classiques ont un fort impact et sont donc actuellement applicables si la multifonctionnalité est garantie, et tout d'abord la possibilité pour une communauté de les utiliser à des fins récréatives ou de regroupement. Au plus haut niveau de durabilité, les bassins de rétention de surface sont parfaitement intégrés dans le paysage urbain, ce qui permet de favoriser leur caractère distribué au détriment du caractère concentré. Les bassins de rétention souterrains peuvent être construits
et sous forme de véritables bassins en béton armé et sous forme modulaire et ont des fonctions similaires à celles des bassins de surface, bien que la composante liée à la sédimentation ne soit pas particulièrement privilégiée. La raison en est que l'un des principaux inconvénients est la difficulté d'accès aux travaux souterrains pour l'entretien, qui est d'une importance fondamentale en cas de sédimentation de la matière solide. Les principaux avantages de ce système sont, bien entendu, qu'il y a un impact environnemental moindre, ne serait-ce que visuel, que les bassins de surface. Et s'il est bien conçu, ces systèmes peuvent également être construits sous des routes ou des espaces ouverts soumis à une circulation automobile intense. Les bassins de rétention sont généralement situés dans de grands espaces urbains ouverts ou périurbains et sont le plus souvent en combinaison avec des solutions vertes dans une perspective non seulement de durabilité, mais pour assurer l'activation de processus d'infiltration et d'évapotranspiration, également couplés à des processus de phytopurification. Pour cette raison, les bassins de rétention sont parmi les plus efficaces pour assurer l'élimination des contaminants. Les chaussées drainantes sont une solution grise de type généralisé, c'est-à-dire qu'ils agissent sur la transformation des débits et débits sortants à proximité de la surface. Ils peuvent potentiellement être utilisés pour remplacer n'importe quel type de chaussée urbaine, bien qu'ils offrent une résistance différente selon le matériau à utiliser et peuvent ne pas convenir à la circulation des véhicules lourds. Les sols drainants sont divisés en poreux et perméables. Les sols poreux sont constitués d'un matériau dont la matrice permet l'infiltration des eaux pluviales, comme le gravier, mais plus souvent l'asphalte et le béton. Les sols perméables, par contre, sont faits de panneaux de matériaux imperméables où l'infiltration se produit à travers les espaces entre un panneau et l'autre. Tous les sols drainants sont constitués de paquets formés par différentes couches, constitués différemment selon le contexte, et en particulier selon les caractéristiques du sol sous-jacent. Si vous voulez exploiter la perméabilité élevée d'un sol pour assurer la dispersion de l'eau infiltrée dans le sous-sol, le sol sera formé de manière à fonctionner comme un simple support des débits et avec la fonction supplémentaire d'un filtre pour les contaminants éventuels. Si par contre le sol n'est pas très perméable, le sol sera constitué de manière à accumuler temporairement les eaux infiltrées qui seront évacuées par des raccordements appropriés avec le réseau de drainage ou avec un corps récepteur. Il est clair que dans un contexte urbain, la seconde approche est à privilégier car l'écoulement incontrôlé de l'eau infiltrée dans le sous-sol interagirait négativement avec les sous-services, par exemple eau, électricité, assainissement, et les fondations des bâtiments environnants, provoquant des perturbations telles que l'ouverture de gouffres. Cette considération s'applique également à toutes les solutions typiquement vertes qui favorisent l'infiltration, comme les fossés et les bosses végétalisées. Les sols drainants étant les solutions grises les plus compatibles avec la perspective de durabilité, qui est la clé du principe d'adaptation,
notamment en ce qui concerne le problème des inondations urbaines, je voudrais conclure le webinaire par une réflexion finale sur ces solutions et proposer une comparaison entre les avantages et inconvénients possibles. En ce qui concerne les avantages, nous avons naturellement une réduction des volumes d'inondation et des débits de pointe, ce qui est l'objectif premier de ces solutions. De plus, l'effet filtre améliore la qualité de l'eau acheminée dans le système de drainage. D'autres avantages sont associés à la possibilité de remplir des fonctions supplémentaires telles que l'influence sur tous les phénomènes liés à la température, tels que les vagues de chaleur et l'îlot de chaleur urbain, bien sûr en fonction de la couleur du sol, et la possibilité pour la collectivité d'en profiter. D'autre part, les inconvénients sont les coûts importants de l'installation et la nécessité d'un entretien fréquent, étant donné la forte tendance à l'occlusion due à l'effet de tous les sédiments et polluants qui se déposent dans le matériau. De plus, l'imperméabilisation de l'extérieur du support et l'élimination correcte de l'eau infiltrée sont d'une grande importance, car toute fuite dans le sous-sol qui pourrait entraîner une instabilité ou une contamination doit être évitée. Ce n'est pas un hasard si l'une des principales contraintes à la construction réside dans le fait que l'eau de pluie qui coule sous le sol étant fortement chargée de polluants, la qualité des eaux infiltrées peut présenter des risques excessifs de contamination de l'aquifère sous-jacent. De plus, si le sol est utilisé à un fond dispersant, la présence de niveaux élevés d'eau souterraine pourrait empêcher le déclenchement de l'infiltration, ainsi que la présence d'un sol avec une perméabilité trop faible. Dans les zones urbaines, le plus grand danger est cependant représenté par l'instabilité possible des fondations des bâtiments environnants, même en présence d'un raccordement adéquat au réseau de drainage. Merci pour l'attention.